Donc maintenant, je vais reprendre donc Lise Bartoli, qui a donc publié Les cartes lumière à propos du sujet Transformer notre part d'ombre. On a un certain nombre de questions d'auditeurs qui sont importantes euh, quant au l'ombre, parce que tu disais dans la première partie de l'émission que l'ombre n'est ombre quand elle dérange, nous-mêmes ou l'autre. Alors, est-ce que tu pourrais préciser, c'est une question de Nathalie, quelle est ta définition de l'archétype en première partie? Alors, une deuxième question, parce que c'est sûr que si on reprend les cartes lumière, les archétypes que tu donnes, par exemple, le prisonnier, l'exclu, l'infirmière, le guerrier, enfin pas le guerrier en tout cas, la sentinelle, ne sont pas les archétypes jungiens les plus connus. Voilà. Alors quelle est ta définition de l'archétype? L'archétype, c'est, on va dire, un personnage qui est universellement reconnu par tout le monde. Donc, c'est un personnage symbolique, on va dire, que tout le monde va connaître. Donc, moi, j'ai pris, évidemment, ce sont des archétypes très spécifiques à ce travail-là, parce que ce sont justement les archétypes qui sont le plus revenus à mon cabinet. Donc, en fait, ils se sont un peu imposés. Alors, on va pouvoir avoir des sous-archétypes, en fait, parmi les archétypes, on a des sous-archétypes et surtout une multitude de créations vivantes, en fait, que chacun va pouvoir activer en lui, parce que chacun active un archétype très particulier. On peut évidemment pas faire une carte pour tous les archétypes et tous les types d'archétypes, par exemple, tous les types d'archétypes guerriers, le guerrier qui est fatigué, le guerrier qui a été trahi, c'est pour ça que j'ai mis les émotions, pour pouvoir justement apporter une différence, en fait, à ces personnages-là. Mais voilà, l'archétype, pour moi, c'est ça, c'est ces personnages qui sont qu'ils soient lumineux ou pas, parce que l'archétype peut être un archétype lumière, ils ne sont pas notamment des archétypes ombres, qui peut être, dont tout le monde a connaissance, parce que de toute façon, c'est depuis la nuit des temps qu'on a ces types-là d'archétypes. Depuis la nuit des temps, on est nourri de ça. Avant même de venir au monde, on a déjà cette connaissance-là, en fait. On a ce universel qu'on partage tous. D'accord. Et selon Jung, en Et plus la les deuxième question, archétypes, c'était quoi? oui, non, mais selon Jung, en plus les archétypes sont des entités énergétiques très puissantes. Très Donc ils puissante. Et ben, agissent. je suis tout à fait en accord avec ça, parce que justement, s'ils agissent, c'est parce qu'ils sont vivants, c'est parce qu'ils sont énergétiques. C'est pour ça que je dis que une fois qu'on a l'image, faut pas que ça reste statique. Faut qu'on puisse voir comment elle bouge notre archétype, le mettre en action. Il a un décor spécifique et comme c'est universel et c'est aussi en, on est hors temps, hors espace, ça veut dire qu'on peut se retrouver facilement en plein dans une guerre mondiale. On peut se retrouver aussi au temps des Grecs. On peut se retrouver, voilà, on peut se retrouver en plein dans une arène avec des lions. On peut se retrouver à n'importe quel moment du temps, puisqu'on est hors temps à ce moment-là. Et on a évidemment tous ces symboles et aussi toutes ces informations inconscientes de l'inconscient collectif qui sont déjà là en nous. Donc, c'est pas un problème si je suis basculée je sais pas, au Moyen Âge. Très bien. Et d'ailleurs, les patients le comprennent bien. Si je dis, voilà, c'est au Moyen Âge, c'est voilà, une servante qui vient et puis voilà ce qui se passe avec son maître, etc. Et les gens vont dire, bah, ça c'est moi. Ils savent bien qu'ils n'ont pas vécu au Moyen Âge, mais une partie d'eux connaît déjà ce Moyen Âge. Une partie d'eux sait déjà tout ce qui s'est passé dans le monde. Donc l'inconscient, si vous voulez, individuel, va avoir accès à cet inconscient collectif. Et c'est ça qui est intéressant, puisque l'inconscient collectif, on puise tous dedans, avec ces images primordiales. D'accord. Et quelle est la différence entre une part d'ombre et une sous-personnalité, une subpersonnalité pour prendre les personnalités secondaires, on va dire, de Asad Jolie, par exemple?
Alors bon, on peut penser que c'est une grosse pardon, on va dire, mais moi je m'attache plus aux petites parts d'ombre, hein, aux petites parts d'ombre euh, qui font qu'on n'est pas vraiment bien dans la vie. Moi, je m'adresse vraiment au grand public, c'est-à-dire qu'on a vraiment tous des petites parts d'ombre en soi. Alors on peut appeler ça autrement, on peut appeler sous personnalité, on peut appeler différents personnages, etc. On peut appeler, et c'est une bonne manière aussi parce qu'on va dire, je suis aussi cette partie-là, donc je peux me parler aussi à moi-même dans cette partie-là aussi. Hein, c'est ce qu'on fait aussi dans ce cas-là. Et moi, je trouve ça très bien. C'est pas la même chose, on va dire. Hein, moi, je le fais différemment parce que c'est relié au travail que je fais en fait. Mais tout est bon pour pouvoir aller creuser en fait, savoir qui je suis vraiment. Hein. Alors, Patrick Et vous allez demande rire. si, alors, oui, Patrick demande si en faisant ce Tout à travail-là, fait. il n'y a pas un risque de réveiller une part d'ombre en sommeil. En fait, dans ce travail-là, oui, alors la part d'ombre, si elle sommeil et que j'ai pas envie de la voir, la personne ne va pas la voir. Hein. Faut pas se leurrer. C'est-à-dire qu'elle peut très bien dire, je vois pas ce que c'est. C'est pas grave, c'est l'inconscient qui va faire le travail. Mais c'est bien quand même qu'elle soit un petit peu consciente de sa part d'ombre. Et souvent, d'ailleurs, ça arrive, hein, les gens disent, ben non, je vois pas ce que c'est, je vois pas quoi. Et puis après, la semaine d'après, occasion de, ah mais je vois très bien, mais comment j'ai fait pour pas voir? Mais évidemment, évidemment, ça continue en fait. Alors ça ne réveille rien du tout, puisque on a tous des parts d'ombre en soi, ça va réveiller la part d'ombre, donc on a besoin de lâcher à ce moment-là. Mais je le répète, si je me dis non, ça ne veut rien dire pour moi, c'est pas grave, l'inconscient il va faire le travail, et moi je me dirai toujours, bon non, je vois pas, on a fait un truc, je sais pas, moi je me suis pas du tout reconnue. Mais comme l'inconscient fait bien les choses, je peux vous assurer que les cartes qu'on tire, on les reconnaît. Du premier coup d'œil. C'est même très fort des fois. Hein. C'est la C'est magie c'est la la magie magie des de cartes, la l'inconscient. magie de l'inconscient, Ouais. du tarot. Et il y a Patricia qui demande est-ce que tu te sers de l'astrologie ou du tarot dans ton travail aussi? Non. Non, jamais. Non, parce que je suis pas tarologue. Je trouve ça très intéressant. J'ai pris des cours d'ailleurs il y a des années de ça, parce que je trouvais ça intéressant. Mais non. J'ai l'astrologie, je trouve ça intéressant aussi. Et j'ai même il y a 20 ans de ça ou autre, je monte peut-être des thèmes comme ça par plaisir. Mais ça fait 20 ans que je ne monte plus de thèmes, donc mais je trouve ça intéressant. Mais je ne travaille pas du tout avec ces outils-là, du tout. D'accord. Nicolas demande, selon vous, quel est le moyen le plus fiable d'approcher son inconscient? Le plus fiable pour, j'ai pas entendu. Approcher son inconscient. Pour approcher son inconscient. Un petit pas alors. Nicolas a pas envie de trop approcher son inconscient. Il a envie que ça se fasse doucement. Il est gentil avec son inconscient, Non, c'est moi, bien. le moyen le plus fiable. Le plus Alors, fiable. Le plus fiable, c'est d'être dans l'accueil. Voilà. Moi, je parle pas tellement de lâcher prise, je parle de l'accueil. Accueillir. Donc, c'est un des premiers exercices que je demande d'ailleurs à mes patients, c'est d'accueillir les images, accueillir les sensations, accueillir même ce qui me dérange. Parce que souvent, quand on veut se mettre dans cet état méditatif pour être au niveau inconscient, parce que l'état méditatif va nous permettre, hein, il y a plein de moyens, hein, vous faites du yoga, vous faites de la méditation, vous faites de la pleine conscience, tous ces moyens-là sont bons pour pouvoir être au niveau inconscient, pour pouvoir accueillir ce que les informations qui peuvent venir à moi, et du coup de pouvoir communiquer. Bon après, c'est vrai qu'en hypnose, on va avoir des moyens un peu plus fiables, puisque Nicolas veut du fiable. On va pouvoir aller directement sur ce terrain-là, apprendre à notre patient, à nos patients, à être dans cet état-là, à provoquer cet état-là rapidement pour pouvoir être plus au niveau inconscient quand ils ont besoin d'une réponse, quand ils ont besoin de comprendre quelque chose, quand ils ont besoin de faire un travail. oui, Nathalie demandait est-ce que l'hypnose est un outil fiable pour ce travail-là? Ah, c'est ça cette question en fait. Ça, c'est la question de Nathalie, la Ah, deuxième c'est une autre question. question. Oui. Est-ce que c'est fiable? L'hypnose? Oui.
Alors, l'hypnose est évidemment pas l'hypnose pas l'hypnose de spectacle. Hein. Quand l'hypnose dont je parle, c'est un état méditatif d'accueil en fait. Hein. Donc, bien sûr que c'est fiable, hein. C'est formidable. Les états d'hypnose, qu'on appelle hypnose, peut-être qu'on devrait lui donner un autre nom d'ailleurs, hein, parce que on confond avec tout ce qui se fait un petit peu au spectacle, qui n'a rien à voir, puisque là, on enferme la personne dans quelque chose dont elle ne va pas se rappeler et qu'elle va faire contre son gré, alors que l'hypnose qu'on pratique, c'est de l'hypnose du monde très ouvert, où on va être hyper respectueux de la personne et toujours à l'accompagner, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que quand je sors, je sais pas, moi je reviens je cherche une part d'ombre là, une part d'ombre, hop, l'infirmière, le coupable, voilà, ou l'infirmière, bon, ou l'exclu, voilà. Déjà l'exclu, je ne vais pas dire à la personne, alors, comment vous étiez quand vous étiez petit, est-ce que vous avez rejeté, est-ce que cette exclue-là, elle se trouve en classe, est-ce qu'elle se trouve dehors, est-ce qu'elle se trouve dans un groupe et qu'elle est rejetée par l'autre? Sûrement pas. Donc je vais dire, ok, l'exclu, vous voyez la première image qui vous vient. Garçon, fille, homme, femme. Moi, c'est une petite fille. Ok, je me dis, c'est un grand. Quel âge il a? 30 ans. Ok. Ok, il est où? Comment il fait, etc. Qu'est-ce qui se passe pour lui dans sa vie? Et on va faire comme un film. C'est-à-dire que ce film-là, même s'il est statique au départ, j'ai mon garçon de 30 ans qui est là et qui est humain, et c'était quoi l'exclu? Et l'exclu, c'est-à-dire j'ai un groupe là et moi je suis là. Et puis finalement, je vais lui demander voilà, que ça se mette un petit peu en marche, comme disait Jung, que ça soit vivant en fait. Hein. Donc à ce moment-là, l'archétype va commencer à bouger, et là on va comprendre son histoire. Il est où? Il vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et pourquoi il est triste? Pourquoi il est en colère? Pourquoi il est rejeté? On va essayer de comprendre cette histoire-là un petit peu comme une autre vie en fait, qui ne soit pas la mienne, qui soit celle de cette personne de 30 ans qui s'appelle l'exclu. À ce moment-là, je suis dissociée et je vais entrer dans la vie de ce personnage-là. Ensuite, je pourrais mieux comprendre ce qui est relié à moi entre ce personnage-là et moi, il y a un lien, puisque c'est une part d'ombre que j'ai ressortie. Et donc, soit je la vois, ça je ne la vois pas, mais ce jeu il est fait justement pour pouvoir comprendre, et mieux se comprendre, et donc découvrir un peu plus, et en tout cas identifier ces parts d'ombre. Donc cette partie-là, c'est une part de moi. Mais c'est pas moi, c'est un personnage. Un petit peu comme le travail qu'on peut faire, vous savez, en vie antérieure, etc. C'est un petit peu le même système, c'est-à-dire que c'est pas moi, c'est lui. Donc c'est pas ma vie à moi, c'est ce personnage, il est en train de vivre des choses. Mais ce sont des choses qui, moi, me touchent, quelque part. Évidemment, je ne suis pas au XVIIIe siècle, je ne suis pas exclue d'un groupe, je sais pas, de pirates, mais pourtant, je vis un peu la même chose que lui. Donc, il y a un effet de résonance à ce moment-là qui est important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question tout à l'heure, parce que je ne me rappelle plus la question. Est-ce que c'est fiable? Oui, bien sûr que c'est fiable. Voilà, la question c'était ça. C'est un formidable outil parce que c'est un outil d'accueil quand c'est bien fait, c'est-à-dire quand c'est pas dirigé, parce qu'un hypnothérapeute ne doit pas diriger, faites ci, faites ça, pensez ci, pensez ça. Non, parce que la seule personne qui a vraiment les infos, finalement, c'est notre patient. Et il a déjà tout en. Donc il suffit de l'aiguiller pour se mettre dans cet état d'apaisement, de tranquillité, d'accueil, pour qu'il accueille justement les informations très naturellement. Et une fois qu'elle les a accueillies, bon ben, là, du coup, on peut comprendre. Sur le coup, on n'a pas à décoder les choses, parce que sinon on passe cerveau gauche rapidement. On reste cerveau droit. Hop, comme les enfants, on accueille. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, il se passe ceci, il se passe cela, et je vais un petit peu plus profondément dans cette vie-là. C'est un outil dont on peut se servir au niveau, voilà, qui est beaucoup plus créatif, on va dire, que l'hypnose ou qu'un état seul méditatif, par exemple. C'est un outil extrêmement créatif. On peut créer plein de choses avec l'hypnose. Voilà, c'est pour ça que c'est un outil que j'aime particulièrement. Et puis moi qui suis un petit peu artiste de temps en temps, quand je parle de beaucoup. tout de suite, parce que je connais bien l'état en jouant de la musique, c'est l'état simplement de rêverie. Si on veut une image, c'est quand on se met à rêvasser
Hum. Eh bien, c'est là que justement on laisse les images venir à nous. C'est un principe que tout le monde connaît et qu'on s'est entendu dire à l'école, fini de Arrête rêvasser. de rêver. Voilà, c'est arrête de rêver. Et on le dit Rêvasser, en fait, encore aux c'est un enfants. état d'hypnose. On va dire que c'est Méditatif, un état, oui. on appelle ça un état plutôt hypnagogique. Hein, hypnagogique, c'est à partir du moment où des images peuvent se présenter à l'esprit. Parce que j'ai plusieurs questions sur l'hypnose, dont les différentes écoles d'hypnose, etc. Donc, il vaut mieux ne pas trop aborder ce soir parce que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, pour rester dans l'ordre de tes cartes, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que l'hypnose, ce n'est pas un état, et en plus pas un état le même pour tout le monde. C'est un état dans Oui, lequel chacun peut entrer à différentes manières. Et par tout le exemple, monde. un état profond, assez profond d'hypnose, c'est juste le moment, la phase hypnagogique, en fait, où on commence à s'endormir, À où on tombe dans le s'endormir. On n'est sommeil, pas endormi. on n'est pas endormi, il y a des images qui viennent, et après on tombe dans le sommeil. Il y a des gens qui arrivent à percevoir ce moment-là. Après, vous avez C'est des très états très agréable, hein. C'est qui, très agréable ceux comme qui aiment moment. D'ailleurs, on dormir, sent qu'on n'est ouais. pas totalement. Et Mais après, on a tous cet état. Ouais, vas-y, je ouais. te Et laisse. après, il y a des personnes qui aussi, l'état d'hypnose, de rêve rasé, vont plutôt ne pas voir des images, mais ressentir des émotions, des sensations, presque physiques en hypnose. Donc le champ est extrêmement large. Donc c'est un peu difficile de dire, bon, on peut pas dire il y a une hypnose, il y a, même en définissant les différentes écoles d'hypnose, on ne couvre pas le champ absolument incroyable de, de, de cette faculté en fait humaine que chacun a, hein, et donc faut pas avoir peur. Non, on C'est va ça avoir peur parce qu'en plus, tout le monde connaît cet état-là régulièrement. Vous êtes en train vous êtes happé par le film, vous êtes dans le film, vous êtes focalisé sur qu'est-ce qui va arriver là au héros. Et vous êtes en état d'hypnose. Vous êtes dans un bon bouquin, vous êtes passionné par votre bouquin ou dans la musique, toi qui écoutes de la musique, qui fait de la musique. Les peintres, tous les créateurs, de toute façon, les créatifs sont déjà dans cet état-là. En fait, c'est un état un peu de flottement comme ça, donc c'est très agréable. Mais on a tous eu ce moment, sauf qu'on n'en fait rien puisqu'on ne sait pas qu'on est dans cet état-là. Hein. Sauf, je sais pas, le dessinateur ou l'artiste, pianiste qui va se mettre un petit peu dans cet état-là, très naturellement, qu'il connaît depuis qu'il est petit. Mais nous, on a tous cet état-là, sauf que ben, on ne sait pas, donc on n'en fait pas grand-chose. Tout ce qu'on fait en hypnose, c'est de rappeler à la personne qu'elle sait faire et elle a à sa portée cet état-là et qu'elle peut switcher quand elle veut sur un état qui n'est pas du tout à l'ouest, qui n'est pas du tout j'entends plus ou je vois rien, pas du tout ça. C'est cet état qui est un état d'accueil où je vais pouvoir accueillir des informations qui sont bonnes pour moi, hein, des résolutions de conflits, des solutions qui vont venir à moi. Voilà. Et justement, tu parlais de héros, et il y a une question de Christophe qui dit: les phases de transformation que vous décrivez, Lise, ressemblent à celles décrites par Joseph Campbell dans le héros aux mille visages. Pensez-vous que toute transformation suit une logique archétypale qui se retrouve dans toutes les traditions initiatiques? Est-ce que les archétypes se retrouvent dans toute Non, non, non. initiation? La logique archétypale globale qu'on Oui. a dans toutes les traditions initiatiques, est-ce que toutes les le processus de transformation suit le même chemin, en gros, si tu veux? Oui, alors moi je connais pas toutes les initiations évidemment, mais en tous les cas, il y a un parcours d'initié qui va être toujours un parcours où on va seul affronter une part d'ombre de toute façon pour pouvoir ensuite renaître. Hein. On est toujours dans une partie mort-renaissance pour toute initiation. Donc je ne sais pas si c'est ça qu'il a voulu dire, mais en tous les cas, oui, de toute façon, c'est universel et on va retrouver ces parts d'ombre partout en fait. Et il y a Et Olivier, depuis la nuit des temps, comme je le disais tout à l'heure, ouais, et à différentes époques. ouais, et il y a Olivier qui disait aussi, qui parlait aussi de l'initiation, qui disait: l'ombre est-elle une nécessité initiatique? Et en filigrane de ma question, que représente l'initiation selon vous? Hmm.
L'ombre est-elle un personnage L'ombre est-elle une toujours intéressant? nécessité initiatique? Ah bah là, on est en Une plein, nécessité comme on est en plein initiatique. dans Star Wars, évidemment, il y a la fameuse scène de la rencontre de Luke Skywalker Qui avec est son très bien ombre. fait d'ailleurs, c'est un Ouais, film ouais, très bien voilà, fait pour ça, avec voilà. l'ombre et la lumière. Bon, on peut grossir, on va dire, mais on est là-dedans, hein. Mm. On est là-dedans dans tout ce qui est archétype. Là, là, ils sont totalement dans les archétypes. Maintenant, oui, je pense que de toute façon, pour qu'il y ait la lumière, il faut bien qu'il y ait une part d'ombre de toute façon. Donc, sinon, nous sur Terre, comment utiliser notre lumière si on n'a pas les parts d'ombre pour pouvoir éclairer avec notre lumière? Ne va surgir la lumière qu'à partir des parts d'ombre, en fin de compte. C'est parce qu'il y a ces parts d'ombre. Il peut y avoir en effet des gens qui sont plus attirés par les ombres que par la lumière, mais c'est que avec ces parts d'ombre qu'on va pouvoir réaliser en fait nos parts plus lumineuses, hein, qu'on a aussi, hein, tous. Oui, donc c'est la confrontation. C'est parce que dans Star Wars, je prends que ça, hein, dans les livres Mmh. de Campbell, par exemple, euh, il parlait aussi de confrontation avec son ombre. Il me semble que Lucas s'était pas mal inspiré du travail de Campbell sur l'initiation pour ces séquences-là. Enfin, il en était emprunt en tout cas, hein, ça c'est évident. Mais ce que beaucoup de gens pensent, c'est que cette confrontation, elle est non seulement nécessaire, mais elle est douloureuse, elle est dangereuse parfois. Il y a Franck qui dit même toucher son ombre, est-ce que ça peut se traduire par des manifestations concrètes, troublantes, qu'on appelle les forces de la psyché. Tu vois, donc on est bien dans Bien le sûr, domaine. Attention, l'ombre, ce n'est pas que des parts sombres à transformer, ce sont des forces puissantes, s'en il semble. approcher. Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce que c'est obligatoire pour faire cette initiation que Jung appelait l'individuation, hein, de toute façon. En tous les cas, ce qui est clair, c'est dans Star Wars, on a quand même l'effet pouvoir qui est extrêmement important et mis en valeur, le fait de vouloir le pouvoir, c'est-à-dire de vouloir aller vers cette force sombre au maximum, parce que j'aurai le pouvoir, c'est le plus grand de nos pièges, de toute façon, nous humains. Donc, on est tous confrontés, et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir basculer sur quelque chose qui est euh, plus sombre, on va dire, qu'un autre, et qu'on pourrait très bien éviter, et qui après, une fois qu'on a basculé sur ce pouvoir, c'est difficile après d'en sortir. On a plein d'exemples, ne serait-ce qu'à l'heure actuelle, hein, avec que ce soit en politique, au niveau planétaire, hein, de toutes ces forces sombres qui s'activent là en ce moment et qui sont des forces de pouvoir en fait, hein. C'est notre plus grand piège en tant qu'humain et en ce moment on bascule quand même pas mal dessus. Maintenant, est-ce que ça va nous permettre d'être des initiés après? L'avenir nous le dira, mais c'est pas évident. Est-ce que ça va Parce permettre qu'il de va falloir reconnaître la lumière quand même, hein. certains, il Un faut peu de vraiment. lumière, mettez-nous la lumière là, parce que là, voilà. Mais c'est un grand piège parce que c'est une attirance extrêmement forte, hein. Et on voit bien tous les hommes de pouvoir sont, que ce soit au niveau politique, une attirance. Et paf, piège. C'est un gros piège. Et bon, je parle des hommes de politique, mais bon, dans nos vies quotidiennes aussi, il faut faire attention aux pièges. L'entreprise, à celui qui va diriger et qui va penser qui peut aller brandir son sabre et prendre des millions et des millions avec lui en pensant qu'il est dans son bon droit. Piège. Il n'a pas Oui, reconnu vraiment la lumière. Mais on est tous là pour apprendre, on est tous là pour vivre des choses qui sont pas obligatoirement initiatiques. Je pense aussi le fait de tomber dans un piège permet de se dire ah, je le referai plus ça, ou je oui. le referai. Et, et Nathalie, Quand je le ferai plus, c'est après, ouais. une autre Alors fois.
Nathalie te remercie de ta réponse. Elle Merci ajoute, Nathalie. toujours en rapport avec la première citation, si notre part d'ombre est reliée à un trauma profond occulté dans notre inconscient, n'est-il pas dangereux de le faire remonter à notre conscient par l'hypnose? Alors là, on est encore dans la problématique. La part d'ombre, c'est une puissance énergétique, une puissance énergétique d'autant plus archétypale. Donc pour Jung, c'est quelque chose de présent, d'existant, voire même, selon lui, et puis c'était mes grandes discussions avec Roland Cahen pendant longtemps, c'est les archétypes sont-ils autonomes et indépendants? Tu vois, donc c'est vraiment dans une grande problématique aujourd'hui, d'autant plus que tu as évoqué tous les problèmes auxquels la société planétaire est confrontée aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on fait si ce qui est mal en soi, on va dire sombre en soi ou ombre en soi, remonte. Là, en l'occurrence, ça nous parle d'un traumatisme vécu, hein, dans l'enfance, par exemple. Ce traumatisme, c'est pas l'ombre, en fait. L'ombre, ça va plutôt être ce qui m'a fait peur, hein, ce qui m'a dérangé à ce moment-là et que j'ai pu mettre sous le tapis, que j'ai pu cacher, que j'ai pu mettre à distance à ce moment-là. Hein. C'est plutôt ça. Ça, pardon, ça va être justement de ne pas reconnaître ce qui s'est passé et de vouloir se le cacher. Donc, tant ça n'a pas existé. Mais l'inconscient, il sait bien que ça a existé. Et il lui dit, si, si, ça a existé. Donc, je peux passer 20 ans, 30 ans, comme le temps n'existe pas, et en hypnose, on le sait bien, je peux passer 20 ans, 30 ans, sans que ce soit, c'est tapis dans l'ombre, je dis, ouais, c'est dans des petits placards, et tout d'un coup, ça fait tac, tac, je suis là. Et là, il y a tout qui nous revient. Alors, c'est beaucoup plus douloureux que si on l'a travaillé. Donc, de toute façon, en hypnose, on ne va pas, alors, je en parle un petit peu parce que c'est important, on pense qu'avec l'hypnose, on va aller retrouver euh, des, euh, des morceaux de la vie de notre enfance qu'on ne connaît pas. C'est pas évident du tout. Voilà, on ne sait pas si ça existait ou pas. Hein. C'est-à-dire que je dis ça parce que souvent en hypnose, on dit bah, j'ai l'impression qu'il y a eu des attouchements quand j'étais enfant, que j'étais violée ou autre, mais j'ai pas de souvenir. Soit c'est réel, et dans ce cas-là, je vais pouvoir en effet le revivre sous hypnose, soit c'est pas réel, mais je me suis tellement dit pendant des années que ça peut être réel, que je vais quand même les revoir, parce que l'inconscient, il est hyper créatif. Si vous lui dites pendant 20 ans que j'ai dû avoir des attouchements, il va vous les créer. On appelle le faux souvenir. Donc, c'est pas sur ce chemin-là qu'on va aller, nous. Donc, on va pas réveiller, en fait, un trauma. S'il est là et que la personne, elle sait qu'elle a eu ce trauma, on va le travailler. Et on va pas le travailler en le revivant. On va se mettre plein de précautions. Mais ça fait partie de l'hypnose. Ça fait pas partie des pardons, sauf si la personne le sait. Alors évidemment, si elle le sait et qu'elle a des problèmes, par exemple, sexuels, et qu'elle se dit, ben, je sais que j'ai des problèmes sexuels parce que, et ça m'agace, j'en ai assez maintenant, j'ai envie de vivre ma sexualité, voilà, en plus libre avec l'homme que j'aime, mais j'ai été, voilà, il y a des attouchements quand j'étais petite et ça me continue de me déranger. Je sais que j'ai eu des attouchements. Donc là, c'est autre chose. Là, en effet, j'ai cette petite bombe-là qui est restée là, qui est enfermée avec tout ce qu'il y a dedans et j'ose pas regarder parce que ça me fait peur, etc. Donc c'est possible à ce moment-là que j'aille le travailler, en effet, comme une part en moi. Mais si je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, je vais plutôt voir ce qui actuellement me dérange là, en sachant que je ne saurai peut-être jamais la vérité, et ça c'est pas grave parce que l'inconscient, à ce moment-là, il va continuer son travail quand même en mettant justement en place des ressources, en mettant en place des choses positives pour la personne, et que ce soit ce positif-là qui prime sur tout ce qui a pu se passer avant. Oui. Là, Les pardons ne sont pas obligatoirement des traumatismes. On parle souvent de l'ombre en imaginant que c'est des choses fortes et graves qui sont arrivées, mais voilà, on a aussi des parts d'ombre qui sont tout notre potentiel qui a été un petit peu gâché, on va dire. C'est-à-dire que je ne suis toujours pas moi, en fait. L'intérêt du jeu, ça va être de découvrir justement qui je suis vraiment et de pouvoir m'épanouir comme je suis vraiment. De libérer, en fait, tout mon potentiel lumineux. donc, on va revenir un petit peu à l'hypnose. Il y a Albéric
qui dit Lise, alors que je commence à m'endormir, je perçois des voix, des propos totalement décousus, totalement anodins, un peu comme à la manière d'un poste radio dont on tourne la molette des fréquences. Cette perception serait-elle une sorte d'hypnose selon vous? Oui, sûrement. Sûrement. Après, faut qu'il écrive ce qu'il entend, ce qu'il voit. Ça peut être intéressant. Soit c'est toujours la même chose, hein, bon, et puis soit c'est peut-être des indications, des informations que son inconscient lui envoie. Il nous dit pas ce qu'il reçoit comme Oui, dit information. Il comprend pas bien au décousu, anodin. ce qu'il entend. Non, Anodin. Oui, décousu. alors bon, c'est peut-être l'inconscient qui fait son travail, parce que l'inconscient, c'est un travail il va classer les affaires en cours de la journée, hein, etc. Donc il y a aussi un travail, c'est comme dans les rêves, il y a des rêves qui sont percutants, et quand on se réveille, on se dit, j'ai fait un rêve qui est vraiment extrêmement fort, et puis ensuite on fait plein d'autres rêves qui sont totalement inintéressants, on va dire, hein. Donc bon, c'est peut-être un petit peu ça, mais qu'il fasse un petit peu attention aussi, peut-être qu'il y a quelque chose, en tout cas qu'il en fasse quelque chose dans cet état-là, il peut peut-être demander d'être en pleine forme demain, demander d'avoir encore plus confiance en lui, demander voilà qu'il en profite, hein, puisqu'il est au niveau inconscient facilement comme ça avant de s'endormir. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans l'état hypnagogique, donc proche du sommeil profond, du sommeil, il y a des gens qui sont très visuels, qui voient des choses, et des gens qui vont Hein. ressentir des choses, et des gens qui vont entendre. On dit Oui. qu'il y a des visuels et des auditifs. Bon, bah alors il y a des Mhm. différentes. Effectivement, dans la réalité, vous avez des gens qui sont ou visuels ou auditifs, ou les deux. Mm. Souvent, les Tout à musiciens fait. sont et visuels, les musiciens sont de très grands visuels. Oui, C'est curieux, mais c'est comme bizarrement. ça. Oui. Mais en fait, on a tous des canaux sensoriels qui sont plus ou moins ouverts, en fait. Mais c'est pas parce que je suis visuelle ou que je suis pas visuelle, parce que souvent, les gens qui viennent par exemple au cabinet, souvent ils se reprochent à eux-mêmes de ne pas être assez visuels. Ils aimeraient beaucoup visualiser beaucoup de choses. Et plus ils attendent de visualiser, plus ils s'accrochent à cette attente-là, et moins ils vont visualiser. Donc, moi, je leur dis, ressentez déjà. Si vous êtes auditif, si vous êtes sensitif, hein, kinesthésique, eh ben, attachez-vous à cette nasale. Les autres vont s'ouvrir. Et c'est souvent qu'il arrive des gens qui disent, je vois rien du tout, je vois rien, j'aimerais bien voir, mais je vois rien du tout. Et je leur dis, accueillez. On est toujours dans cette fonction d'accueil. Donc, quand je n'attends pas quelque chose, on me dit je veux voir ça, finalement, j'accueille ce que je suis là, dans le temps présent, ici, maintenant. Et puis, en laissant faire les choses, au bout d'une ou deux séances, facilement, moi, ces gens-là me disent tiens, j'ai vu la mer, puis j'ai vu une plage qui était comme ça. Ah, mais tiens, pour quelqu'un qui ne voit pas. Ah oui, c'est vrai. Tiens, vous avez raison, je vois, c'est bizarre. Parce que, en fait, ils sont. Voilà, si je leur disais voyez, essayez de voir vraiment, essayez de voir vraiment, ce serait une catastrophe parce qu'ils s'accrochent à ce truc de je vois rien, ils se mettraient en échec et plus ils se mettraient en échec et moins ils verront. Alors que là, c'est j'accueille tout ce qui vient et finalement, on peut très bien ressentir les choses sans voir. Et puis au bout d'un moment, à force de faire ces exercices-là, un petit peu comme en entraînement, un petit peu comme un vélo, en fin de compte. Je suis à vélo, j'arrive pas bien à tourner à gauche et à tourner à droite, c'est pas grave, je vais faire du vélo. Maintenant, il y a un moment donné, je pourrais même faire du vélo sans mettre les mains. C'est une question d'entraînement. À partir de ce moment-là, ils pourront mieux visualiser. Tiens, il y a une question pour moi, de Élise. Ah, Une Élise, question, Élise, ouais, Élise. une lettre qui me fait cette question. Vous, la musique ou l'art en général vous permet-elle de vous connecter à une sorte de transcendance? Si oui, à quoi vous reliez-vous dans ces moments peut-être d'extase? Oui, c'est sûr que la musique, alors autant en écoutant qu'en pratiquant, elle permet à moi personnellement, mais je sais à beaucoup de musiciens, euh, de passer dans un état d'abord hypnagogique parfois très profond, euh, d'oublier l'ego complètement pour enfin un piano, je sais que parfois je sais pas moi m'importe peu, c'est la musique qui compte et il se passe des choses. Mais c'est jamais, alors là, encore une fois, c'est jamais pareil. C'est pas, il y a des moments extatiques aussi, en écoutant, en étant en écoute réceptive de certains morceaux de musique qui m'ont fait voyager, comme on dit, euh, ailleurs, dans d'autres vies. Bon. Et en jouant, c'est pareil, mais je peux pas dire chaque fois que je joue, il se passe ci, chaque fois que je joue, il se passe ça. C'est pas.
C'est- J'ai fait des concerts en piano où c'est passé des choses incroyables, mais que moi j'ai ressenti d'une certaine façon, que des médiums qui étaient dans la salle ont ressenti d'une toute autre façon. C'est ça, c'est la grande problématique des états, on va dire, Modifier de les conscience consciences. modifiée. Euh, vous n'avez jamais pour la même personne deux états pareils un jour après l'autre. La preuve en est, c'est que la plupart des musiciens, des solistes en tout cas, vous le diront, c'est que comme tous les créatifs, un jour vous allez être dans la transcendance totale, l'autre, le lendemain, plus rien. Ça va être le vide absolu. Rien ne sort du piano. Et ça ne s'explique pas. Alors on peut dire oui, en forme, pas en forme. Pas du tout. On peut être très en forme et ne pas être branché ou pas être ouvert, mais ça, on ne peut pas le dire. Alors oui, c'est sûr que pour moi, la musique, plus que d'ailleurs que tout autre art, tout autre art, je pense que la musique est l'art qui nous branche le plus sur les dimensions spirituelles ou d'autres dimensions de l'univers. Enfin, ça, je l'ai déjà écrit 20 fois. Voilà pour ma réponse. Sinon, Mais même j'avais... sans faire de musique, Eric, en fait, quand on écoute de la musique, il y a des musiques qui nous envolent, en fait, ou qui nous mettent dans cet état de reliance, cet état de conscience amplifié très, très fortement. Enfin, moi, je sais qu'il y a des musiques, voilà, et je crois qu'on est tous, on a tous cette capacité à juste dans l'écoute, justement, parce qu'on est dans cette écoute où on est au calme, tranquille, et la musique va nous permettre de nous envoler comme ça vers un autre espace-temps. Oui, et justement, Guy te demande quelle est la place qu'occupe la spiritualité dans ton travail. Est-ce que c'est une voie euh, était importante ta voix, pensez-vous, vous rattachez, oui, pour ton travail dans l'identification, l'évolution, le processus de ressourcement, etc. C'est une question un petit peu plus, ça peut être plus personnel, hein. C'est un peu plus personnel. Alors après, il y a aussi la spiritualité. Alors moi, je ne dis pas aux gens ce que moi je peux penser en fait, hein. C'est-à-dire à mes patients. Mes patients ont leur façon de voir la vie et leur spiritualité et moi j'ai la mienne. Alors après, évidemment de par ce que je perçois, de par ce que aussi eux vont commencer à percevoir, mais des choses qui vont se reconnecter comme ça. Mais moi l'important ça va être que la personne avance sur son chemin et qu'elle avance à son rythme. Ça peut être lent, ça peut être rapide, ça peut être très très en reliance et très spirituel ou pas. Et moi, je prends la personne là où elle est et je l'accompagne comme je peux l'accompagner, sans lui dire c'est comme ça qu'on doit penser et c'est ça. Et puis vous vous rendez compte que si vous vivez ça, ce sera beaucoup mieux. Non, en fait, je suis pas du tout là-dedans. Sinon, ce serait du pouvoir. Maintenant, ma manière à moi de me relier, c'est voilà, oui, en effet, c'est personnel. Mais en effet, on ne peut pas faire un métier comme ça qui est plus énergétique, on va dire. Parce que pour moi, l'hypnose, en fait, c'est plus de l'énergétique. Je vois l'hypnose comme vraiment une méthode, c'est pour ça que c'est créatif d'ailleurs, c'est une méthode vivante et en tout cas telle que je la pratique hein, moi, hein, et telle que je l'enseigne, parce que j'enseigne l'hypnose, mais les gens à qui j'enseigne l'hypnose, évidemment, c'est pas par hasard, c'est des gens qui sont, euh, voilà, qui savent aussi que, en tout cas, qui comprennent que cette hypnose-là est une hypnose qui bouge et qui est dans la création totale entre l'un et l'autre. Donc la spiritualité peut être à ce moment-là, c'est-à-dire que d'inconscient à inconscient, il y a une troisième personne quelque part qui est là, il y a cette unité entre l'un et l'autre, il y a tout ce que l'on peut se répondre et tout ce qui est alimenté au niveau inconscient. Je dis souvent que l'hypnose, quand on est avec un patient, c'est une danse. On danse avec l'autre, c'est-à-dire qu'on
On voit, d'ailleurs, moi je suis souvent dans ce mouvement, hein, un mouvement de danse. Toi, tu fais de la musique, Eric, moi je danse, tu vois, quand je suis en thérapie avec quelqu'un. Donc je danse avec elle, j'ai même des mouvements comme ça, un peu comme de bercement ou autre. C'est-à-dire, je prends, j'accueille ce qu'elle me donne et je lui renvoie des choses et elle me donne, parce que la personne est active finalement. Contrairement à ce qu'on pense en hypnose, on n'est pas du tout dans dans l'arrêt, dans le Dans la sommeil, on est passivité. dans cet éveil. Le corps est apaisé, mais l'éveil voilà, psychique. L'éveil psychique est très intense en fait. C'est-à-dire, ça travaille beaucoup en fait. Hein. Ah, et une petite C'est tout précision. l'intérêt comparé à une hypnose de spectacle où on va dormir. Voilà, Moi, je te dis souvent, je réveille les gens, je les endors pas. Hein. voilà. Voilà. Donc, c'est la différence. L'hypnose, on peut avoir une image, l'hypnose de spectacle, elle rétrécit la conscience et l'hypnose, enfin l'état hypnagogique Oui, ou l'état de conscience modifiée ouvre la conscience, c'est différent. Et exact. pour préciser, en tant que journaliste jungien, on va dire, euh, moi je vois sur la spiritualité, je vois mal comment on peut travailler sur les archétypes au sens jungien, donc ou même transpersonnels, qui sont quand même des entités énergétiques universelles, sans être de fait dans une démarche spirituelle, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Alors, on n'a pas Oui, besoin mais de dans la ce cas, tu peux être dans le pouvoir. Hein. on n'a pas Tu peux besoin de être la dans le pouvoir, c'est ça et c'est pas ça. Toujours, dans tous les échanges, on peut. oui, Si, ça si, tu peux. Parce que là, tu n'es pas vraiment dans une branche spirituelle très élevée. Hein. non mais pour Si tu en penses que travailler toi, tu as raison en tant que thérapeute, tu vois. oui, ça Là, dans c'est ce cas-là, c'est du pouvoir. oui, mais quand on travaille avec tes cartes sur les archétypes, on n'est pas dans le travail du pouvoir. Le pouvoir peut se loger partout. Tu peux faire les cartes et puis normalement, tu dois laisser la place à l'autre parce que c'est l'autre qui va visualiser. Mais tu peux aussi lui dire, mais vous vous rendez pas compte que là, c'est votre père là que vous avez sorti là, le coupable là, non? Vous voyez pas? Et là, je suis dans le pouvoir. Là, je dis à l'autre ce qui devrait penser, alors que sa liberté, c'est justement de penser. Et il va falloir que moi je suive la personne et non pas le contraire. C'est pas à elle de me Mm. suivre. Donc, en fait, elle peut se loger là aussi. Mais c'est la personne, parce que ce jeu-là, on peut le faire à deux, mais on peut le faire tout seul aussi. Évidemment, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un qui va, voilà, on peut le faire avec une amie qui va pas bien, etc., va trouver des solutions plutôt que de pleurer avec elle. Mais on peut le faire aussi seul. Hein, j'ai vu sur un site qui vend les jeux, etc., qui note, quelqu'un qui marque, je fais une carte par jour, et donc au bout de 5 jours, j'ai toutes mes cartes. C'est pas bête parce que il faut prendre le temps aussi pour chaque carte de pouvoir sentir chaque carte. Vous pouvez pas faire les cartes vite faites comme ça, 5 cartes comme ça. Maintenant, ce jeu est fait de telle manière que tous les dos de cartes sont tous de la même couleur, hein, ce sont des petites étoiles. Donc, vous pouvez tirer une carte de la journée en les mélangeant toutes et en disant, bah tiens, qu'est-ce que mon inconscient a à me dire là aujourd'hui? Et ça permet de travailler au niveau inconscient. Oui, Eric. D'accord. On va terminer par une dernière question Oui. d'Élise aussi. Tu as montré ton jeu de cartes créatives tout à l'heure Oui. et elle demande, Élise, comment tu te sers des contes dans ton travail de psychothérapeute. Ah là là, je On va m'en sers terminer par ça. énormément. Je m'en sers beaucoup pour les enfants, parce que je trouve ça merveilleux. Alors, les contes que je crée pour un enfant, c'est des contes uniques. Donc, ils adorent ça, parce que je leur dis, personne n'a jamais entendu ce conte avant. Et c'est un conte que je prends en auto-hypnose, en fait. Je me branche sur l'enfant et puis j'accueille le conte. Donc, je suis en résonance et j'ai ce conte qui défile, en fait, comme si on me le racontait. Et donc, moi, j'écris après, je le raconte à l'enfant qui n'a pas besoin d'être dans un grand état d'hypnose parce que les enfants sont déjà en état d'hypnose. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que là, ils ont des cartes pour pouvoir eux-mêmes faire leur compte. Et c'est fabuleux tout ce qu'ils me racontent, parce qu'ils me racontent leurs problèmes. C'est-à-dire que les parents, des fois, m'amènent l'enfant pour un problème, mais les cartes, leur compte va me dire autre chose. Et moi, je dis, tiens, il n'aurait pas un petit peu ce problème-là, l'enfant? Ah oui, on a oublié de vous le dire. Mais lui, il me l'a raconté. Donc,
Et c'est là-dessus qu'on va travailler, évidemment. C'est génial, les gamins. Moi, j'adore travailler avec les enfants, c'est vraiment super. Il y a peu d'hypnothérapeutes qui travaillent avec les enfants parce qu'ils ne savent pas toujours bien faire. Ils essayent d'adapter les choses qui sont pour les adultes, pour les enfants, alors que les cartes, là, fonctionnent super bien, que les contes fonctionnent super bien, que les visualisations sont super pour les gamins, parce qu'ils sont dedans. Moi, voilà. J'espère bien que ces cartes-là vont pouvoir, voilà. En plus, l'enfant, il fait son propre compte, et comme c'est un compte où il y a à la fin toujours une carte métaphorique qui est une carte d'ouverture sur une solution, il va trouver la solution à son problème. Non pas lui, au problème du héros, mais le héros c'est lui évidemment. Donc, et moi les parents me disent ah tiens maintenant il fait plus ça, tiens il a arrêté de faire ça. Eh ben oui parce que dans son compte il avait trouvé la solution. C'est un formidable moyen de grandir, mais aussi de garder cet imaginaire. On dit aux enfants fais ci fais ça, des fois ils ont un emploi du temps incroyable. Laissons-les rêver, laissons-les dans cet imaginaire et dans ces contes, ils vont bien plus apprendre avec ça aussi. Aussi. Hein. Pas que ça, mais aussi. Et bravo les enfants. Bien, merci Lise Bartoli. Je rappelle que nous parlions de transformer notre part d'ombre ou nos parts d'ombre à partir du du très beau jeu de cartes, les cartes lumière. Avec des beaux dessins de Lucie Yonnet qui a fait vraiment et qui a fait aussi des dessins de ce jeu-là qui ne paraît qu'aujourd'hui. Donc nous sommes là pour l'enregistrement le 5, donc ça paraît que demain, le 6 février. Qu'est-ce que je raconte le 6 novembre? Je suis en février, moi 2016, le 6 novembre. Et donc, c'est elle qui a fait aussi ces dessins-là. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et il faut dire aussi que dans le coffret, il y a un livre, comme dans les coffrets, il y a tous les symboles de chaque personnage, de chaque archétype. Mais dans le livre, il y a tout expliqué évidemment aussi, comment ça fonctionne, comment faire, etc. Il y a le mode d'emploi, on va dire. Et pour chaque carte, il y a à quoi ça correspond. Que ce soit les cartes ombres, que ce soit les cartes ressources, etc. Il y a comment faire, en fait. Il y a tout le mode d'emploi avec. Eh bien, merci Et ne Lise. pas oublier, juste un petit mot sur les enfants, parce que j'ai fait un livre où il y a déjà des contes décrits, donc si vous voulez vous en inspirer, ceux qui ont des enfants ou qui travaillent avec les enfants, ça s'appelle L'art d'apaiser son enfant. Il y a 15 contes métaphoriques, il y a 15 visualisations pour enfants qui sont liées à des problématiques spécifiques. Il est timide, il est toujours en colère, etc. Il fait piolis, etc. Donc voilà, juste un petit mot pour ça, pour les enfants. Eh bien, Merci à toi, Eric. Lise pour Merci à toi, cette Eric. soirée. Merci à l'équipe Beglist Télévision pour nous permettre ce direct ce soir.